Messieurs, bonjour. J'aurais souhaité, si j'en avais le temps, dire vraiment tout le bien que je pense de ce centre culturel d'Itunga et rendre hommage d'ailleurs à l'intelligentsia kassayenne qui reste dans la belle tradition de notre aîné Auguste Mabika Kalanda et qui continue à être un foyer intellectuel où on étudie de très près la culture et les réalités du Kassai. Mais je n'en ferai rien parce que sinon j'utiliserai mes 30 minutes. Mais je me contenterai simplement de remercier le recteur, le président du conseil d'administration, le professeur Chibaka d'avoir bien invité. Je suis heureux d'être là. Alors, le noir et l'histoire entre les préjugés et nouvelles histoires africaines. Je vais d'abord commencer par dire que toute civilisation commence par une forme d'idéalisation de sa posture. Lorsqu'on récit, on lit les différents récits de création, chaque civilisation commence par l'humain, c'est-à-dire cette civilisation telle qu'elle se formule. Chez les Incas, par exemple, on racontait que Dieu, pour sa création, pour créer l'homme, a dû procéder comme le potier le fait dans un four. Avec de l'argile, il a d'abord fabriqué l'homme avec de l'argile, mais il l'a mis dans un four. Et il a mis du feu naturellement. Mais il était tellement pressé de voir son œuvre qu'il a sorti l'homme. Malheureusement, l'homme n'était pas assez cuit. Et ça donnait lieu au blanc. Alors, Dieu a dit non, cette fois-ci, il faut que je sois sérieux. Il a refait l'œuvre, il l'a mis dans le four, en se disant, il faut que je laisse maintenant le temps nécessaire pour que la cuisson soit correcte. Lorsque il ouvre cette fois-ci le four, mais l'homme a brûlé. Et ça donne lieu au noir. Et troisièmement, non, il faut cette fois-ci que je fasse vraiment attention. Il a recommencé en disant il faut vraiment que je ne perde pas trop de temps, mais qu'il y ait un temps suffisant. Et puis c'est sorti le beau rouge, celui que nous appelons l'Indien. Voilà la véritable forme de l'homme. Ni le noir, ni le blanc, mais le soleil. Dans la situation de l'Afrique centrale, de chez nous ici, où nous n'avions aucune possibilité de voir autre chose que la peau noire, puisque nous n'avions même pas de contact avec les Africains. Nous ne savions même pas que nous étions noirs. Parce que l'homme ou la femme ne peut être que noir. Il n'y a pas autre forme de vie. C'était ça pour nous, être homme. Donc, le noir, c'est l'humain. Point à la ligne. Dans le monde visible, c'est cela. Mais nous avions connaissance du monde invisible. Il y a des mondes, il y a des êtres dans le monde invisible. Et ces êtres-là, on les rencontre de temps en temps lorsque la nuit on circule à côté d'un cimetière
où on est en pleine forêt, appelons ça des revenants, et le revenant a la couleur blanche. Donc, le blanc, c'est un spectacle traumatisant, parce qu'il n'existe pas dans notre univers. C'est un revenant, bon ou mauvais, mais il faut faire attention. Donc, on n'a pas l'habitude de voir le revenant, mais on sait qu'il existe. Sans voir le blanc, on savait qu'il existait comme une forme de revenant. Vous imaginez le spectacle traumatisant qui s'est déroulé à la fin du XVe siècle, lorsque les bateaux du roi Henri II de Portugal accostent sur le côte avec des rocailles, on voit sortir des hommes blancs. Naturellement, les gens ont crié « Minele, Minele, Minele ». Dans le langage de la côte, Minele veut dire revenant. On voit des revenants. Jusqu'aujourd'hui, nous avons gardé le terme pour dire blanc. Mais à ce moment, on veut dire revenant. Effectivement, ils étaient des revenants parce qu'ils sont venus dans des grandes pirogues qu'ils appelaient eux des caravelles, des bateaux caravelles. Donc c'était des grandes pirogues. Et ces pirogues sortaient de la terre, sortaient de la mer. Effectivement, si vous êtes même devant le fleuve, au bord du fleuve, et surtout à la côte, lorsque un bateau est au loin, vous commencez à voir simplement le bout de la cheminée. Et puis toute la cheminée, et puis finalement le bateau. Vous ne savez pas que c'est quelque chose qui a fait une distance, vous croyez que ça sort de l'eau. Comme ça, ils ont cru qu'ils sortent de l'eau, ils sont comme des ancêtres. Ce n'est pas des gens normaux. Surtout que leur pirogue avait même des ailes. C'est ce qu'on appelle des voiles. On savait. Donc voilà la situation de la première expérience de notre altérité homme-femme. Homme, qu'est-ce que je veux dire? Homme blanc. Alors, qu'est-ce que la science nous apprend? Si le monsieur peut m'aider là, c'est ici. Bon, trois notions d'abord. Commençons. Dans l'état actuel de la science, il est reconnu qu'il n'y a qu'une race parmi les hommes. C'est la race humaine. C'est la race humaine. Voilà. L'expérience est là. L'érotisme n'est possible qu'au sein de la même race. Vous tenez, je ne sais pas, une dame, une fille pygmée, le terme n'est pas hébreu, vous le croisez avec un Inuit, là-bas, au-dessus du Canada, il donne un enfant, la descend d'un enfant. Et si vous les enfermez, ils vont commencer à s'aimer. Mais si vous prenez un chimpanzé, vous l'enfermez avec un bonobo, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il me demande là? Nous n'avons rien à nous dire. Donc, ouais, donc, la race humaine est une. Ça, c'est la première notion. Et l'origine de l'homme est monogénétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu plusieurs origines. L'homme est né une fois, et puis il y a eu d'autres formes. Et troisièmement, ce qui est important, c'est que dans l'état de connaissance, l'homme est né en Afrique. Donc, la première espèce humaine,
c'est vous et moi. Ce sont des Noirs. C'est à partir des Noirs qu'il y a eu des mutations, qu'il y a bien d'autres situations. Donc l'homme est né noir. Et l'homme est né où en Afrique? J'osais dire que l'homme est né dans nos régions ici, l'Afrique centrale. C'est ici que l'homme est né. Si vous avez le temps de lire des études archéologiques, des espèces anciennes qui ont fait qu'on ait conclu que l'humanité est née en Afrique, c'est où? C'est en Tanzanie, au Tchad, au Rwanda, au Burundi, au Kivu. C'est ici, c'est dans cette région. C'est dans cette région qu'est née l'espèce humaine. Et l'espèce humaine a évolué vers le nord par deux voies connues. La première voie, c'est nous avons en Afrique un seul fleuve qui va du sud vers le nord. Vous connaissez ce fleuve, c'est le Nil. Donc, on est descendu par le Nil. Mais il y a aussi le fait que le Sahara n'était pas encore un désert. Donc il y a aussi l'évolution de ce côté. Donc voilà ce qui est connu. Et c'est bizarre, on parle du noir partout, même là où on n'en a jamais vu. Il y a toujours cette question de parler du noir. Donc déjà dans la Bible, vous voyez, on parle du roi mage. À ce moment-là, on ne parle pas encore de la discrimination. Il y avait un roi mage. Dans le Cantique des Cantiques, c'est pas une femme noire. Nika se formosa, je suis noire et belle. Je sais que Benvenga a écrit des choses pour discuter sur le sexe. Nika et sexe, est-ce que c'est une contradiction ou c'est une affirmation ou une insistance? On va parler des fils de Noël puisqu'il y a une question de cas. Mais donc il y a cette insistance. Et j'aimerais bien que les théologiens voient un peu ce qu'il en est. On dit que Moïse serait noir, avait été noir. Mais en tous les cas, Moïse a eu la culture noire, puisqu'il a été éduqué par le pharaon. Ce sont les Noirs qui vont apprendre aux Juifs l'importance, n'est-ce pas, de la circoncision. Ce sont des éléments culturels de chez nous qu'on a répandus dans le monde. Et la circoncision est quelque chose de répandu, c'est une réalité. Je ne vais pas revenir sur la littérature classique. On parle tout le temps des Noirs. Mais quelqu'un comme Pline l'Ancien dit Ex Africa sempre aliquid novi. De l'Afrique, il sort toujours quelque chose de nouveau. Donc, l'Afrique, c'est là où les gens sont en Égypte, où les gens sont venus se cultiver et apprendre des choses. Même sur le plan militaire, ceux qui lisent Tacite savent, ou ceux qui lisent, qui ne le lisent en français, on connaît l'histoire d'Hannibal qui a pratiquement conquis Rome s'il n'y avait pas eu de délices et Capoue qui venaient. Donc voilà, c'est quelque chose d'ancien. Sur l'Égypte pharaonique, je ne vais pas insister là-dessus, c'est connu. Sur la toponymie, mais bien sûr, on insiste sur la réalité noire et africaine. Donc ne lisons pas le passé trop avec les lunettes du présent. Ces moments-là, c'est pas, on ne maîtrise pas. Donc en grec, noir, l'adjectif noir, c'est mélas.
féminin, Melaina, nominatif féminin, Melaina, nominatif neutre, Melaina. C'est ça qui fait le prénom Mélanie. Mélanie, une femme noire, une femme noire. Et même ce mot de Dieu semblait à Éthiopie de devenir noir, noirci. C'est voilà, une culture particulière qui fait que on n'a pas parlé jusqu'ici de cette affaire de l'Empire du maître Jean, qui, au Moyen-Âge, est aussi un mythe, qui faisait que on a cru que dans l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, toute cette région est occupée par les musulmans, on est à la période des croisades, mais il y a quelque part un royaume chrétien, et où le roi est prêtre, et ce roi lutte contre l'islam. C'est comme ça d'ailleurs que lorsqu'il y a les premiers blancs prêtres qui arrivent au Congo, notamment lorsqu'on lit le texte de Pigafetta, il dit le Congo se trouve en Éthiopie. Je suis arrivé en Éthiopie inférieure. C'est passé dans cette région, il n'y a pas d'islam. Ce sont des gens qui ont d'autres croyances qui sont proches du christianisme. Alors, là où nous commençons à avoir des problèmes, c'est avec la traite des Lumières. Je vous laisse dire. Non. Là où, avant la traite des guerres, voilà comment on voyait les Noirs. Je dis là, je me donne là un extrait écrit en 1591 d'un monsieur qui a été au Congo, à la côte, dans le royaume du Congo. Il dit hommes et femmes sont noirs, ils m'en connaissent, quelques-uns le sont moins, par main sont moins, tirant sur le rivage, comme Noël Chani, tirant sur le rivage. Ils ont les cheveux crépus et noirs, certains les ont roux. La structure des hommes est de moyenne grandeur. Sauf leur peau noire, ils ne semblent conjuguer. La pupille de leurs yeux de couleur vanille, noire ou blanche. Aussi leurs visages sont gros ou finis, variés, comme ceux des habitants de Nord-Pays, c'est-à-dire du Portugal. Et voilà 1518, monsieur c'est que le pape a écrit à notre premier Congolais qui devenait évêque. Voilà ce qu'il lui écrit. C'est une lettre tout à fait correcte où il ne minimise pas. Donc nous avons constitué récemment un évêque avec l'approbation des Cameroun, alors que vous étiez dans la 24e année de votre âge. Nous vous désignons cependant comme administrateur jusqu'au moment où vous aurez atteint 26 ans, suivant vos lois ecclésiastiques. Nous avons accordé les dispenses nécessaires pour que vous puissiez travailler de cette église, recevoir la consécration épiscopale et faire les services pontificaux avec l'autorisation de l'Église sociale, comme vous le verrez dans la lettre écrite à ce sujet. Tout est dit. Voulant vous accorder une faveur plus spéciale, nous accordons par la présente lettre toute dispense, même si vous étiez atteint par une irrégularité de naissance, comme fils de roi adultère ou de mère non régulièrement mariée. La veille, vous pouvez donc diriger votre église pour temporaire spirituel dès que vous aurez votre. C'est tout à fait correct. Donc on ne nous a pas toujours considérés comme le croyant. Mais tout va aller mal
avec la traite ouvrière, où nous avons effectivement mis la chosification du noir. Parce qu'il faut bien qu'on justifie ce qu'on fait. Alors on va dire que c'est des gens secondaires. Vous savez que l'esclavage, oui, vous connaissez les traités de Tordesillas où le pape a décidé de couper le monde en deux. Vous, les Portugais, grande puissance, vous avez d'un côté, vous, l'Espagne, votre grande puissance, vous avez une autre partie. Mais vous, chamaillez. C'était les États-Unis et la Russie de l'époque. Donc on les a mis d'accord. Et vous connaissez l'histoire de Las Casas, Bartolomé de Las Casas, qui a cru bien faire. Il connaissait la situation malheureuse des Indiens qui mouraient facilement dans les plantations. Mais il ne connaissait pas la situation du monde. Il connaissait la situation malheureuse des Indiens. Et il va faire toutes les campagnes pour expliquer qu'il vaut mieux aller utiliser les Noirs, ils ont la réputation d'être forts, rigoureux, que pas les pauvres Indiens. Ça va faire. Il va y avoir plusieurs techniques de capture, je ne sais pas, vous connaissez tout ça. Alors nous arrivons à cette situation, vous voyez là, je me mets toujours à côté du bas, vous pouvez lire. Chaque peuple africain avait la réputation de fournir une variété bien déterminée d'esclaves. Côté par ce qu'ils étaient. Noir du Caillot, c'est disons, l'embouchure du fleuve Sénégal. Ceux-là, c'était des esclaves de guerre qui marchaient toujours les récoltes. Les Bambaras sont stupides et doux et robustes. Les gens de la côte d'or, actuellement le Ghana, ce sont des bons cultivateurs importés au subside. Mais les Congolais, ils sont bons et bons ouvriers. Dans un certain texte, j'ai lu, il dit moyennant quelques bananes, ils chantent toute la journée de travail. Vous voyez? Alors, la deuxième étape, maintenant, le 18e, 19e siècle, mais aussi le 16e siècle, parce que nous avons l'habitude d'enseigner encore que la Renaissance, mais la Renaissance des uns en Europe, c'était pour nous l'hécatombe ici. Donc ce n'était pas la Renaissance pour nous, c'était la grande époque de l'histoire. Alors, la mise en cause de l'humanité du noir va commencer à ce moment-là parce qu'il va falloir, en quelque sorte, maintenant, sur la lancée de la tête négrière, continuer sur ce discours où le noir ne vaut rien, il est inférieur. On se demande si il a une âme, et c'est une bonne chose qu'il a venu en Amérique parce qu'au moins on conseille d'avoir le latin. Etc. Alors, et on est revenu sur ce discours de malédiction de Karl. Et tout ce qui a été dit, et les descendants. Nous irions les descendants. Et certains philosophes, vont même jusqu'à dire, finalement, ces gens-là, on se demande même s'ils appartiennent à l'histoire. Ils vivent dans des sociétés figées. Il n'y a jamais d'évolution. Tout est toujours pareil. Donc, on va donc vivre une situation où vraiment, on va maintenant chosifier les Africains. Un personnage comme Gobineau va raconter qu'il y a eu une coulée blanche à partir du nord. Merci. Une coulée blanche qui fait que finalement, il y a eu un début de quelque chose. C'est d'où l'insistance sur ce terme des descendants de Karl. Et on va même, à partir de là, faire un changement.
parce que les descendants de Cam, finalement, seront considérés comme des Hamites. Et on va faire encore une distinction entre les descendants de Cam sont un peu brésiliens, mais les autres sont des Gafs qui nous valent. Et les descendants de Cam, les Hamites, justement, le cœur des problèmes jusqu'aujourd'hui, puisque nous considérons qu'il y a des Hamites, n'est-ce pas, des Tutsis et tout ça, et les autres. Donc tout ça relève. Bon, alors j'arrive à ça. Ce qui est grave, c'est que finalement, il va y avoir une intériorisation de ces choses-là chez nous. Les gens qui ont vécu la période coloniale savent que le champ scolaire est très important. On faisait la gymnastique, il fallait chanter. Et étudier un peu le contenu de ces chansonniers. Vous verrez des choses étranges. Voilà, le chant d'Alzamani, voilà comment on chantait. Autrefois, nous étions des idiots, avec des défauts de tous les jours, des chiens qui la tête pleine de peine. Mais sinon, révérend. Un chant de Mongo, très significatif. Oh, Père, qu'as-tu fait? Nous souffrons beaucoup par Dieu, nous sommes punis durement sans pitié. La punition qui t'avait infligée est héritée par nous tous. Tu t'étais moqué, toi, mon fils qui avait raillé ton père, etc. Voilà, nous sommes maintenant. Et donc, on reste dans cette logique. Lorsque le pape Paul VI, le premier qui soit arrivé au Congo, je crois que c'est Paul VI, est arrivé à Jean-Paul II. Ça va, ok. Vous corrigez. Il me laisse lorsqu'il est arrivé à Kinshasa, il y a eu une délégation des chrétiens qui sont partis le voir à la paroisse Saint-Pierre pour lui demander est-ce que vous ne pouvez pas nous libérer de la malédiction du péché. Une malédiction spéciale. Et lors de la conférence nationale souveraine, moi j'ai vécu, les chrétiens qui m'enlissent un jour se sont habillés de sacs. Ils se sont installés en regardant le soleil devant avec les yeux couverts. C'était pour demander pardon à cause du péché originel. Parce que nous sommes à la base du péché originel. La conclusion, c'est quoi? Moi, j'ai dit qu'il faut s'initier au bon usage de la bibliothèque. Ça veut dire que la littérature coloniale qui est à notre disposition, que nous utilisons, est importante. Mais il faut savoir appliquer ça. Et nous sommes dans une culture, spécialement ici au Congo, où parce que ça a été écrit pendant la période coloniale, il ne faut pas les toucher. C'est la vérité vraie et on ne peut pas vous. Alors que c'est plein d'air. J'ai dit aussi qu'il faut contester un certain enseignement religieux. Je vous donne, voilà un enseignement religieux. Il y a plusieurs sortes de liens démoniaques. Premièrement, les liens liés aux coutumes et traditions. L'exposé que nous avons eu de mon ami François Passé, voilà. Pour les autres, ça ne marche pas. Au contraire, il faut se séparer du passé. Ce sont les coutumes et traditions qui sont à la base et non à l'heure. Toutes les cérémonies coutumières sont des occasions où les sorties se donnent à cœur joie à leur salle. Les Africains sont donc sous une grande malédiction. C'est ce qui a fait le continent dans le blocage. Vous pouvez avoir un sol ou un sous-sol riche, l'étranger qui va s'enrichir, et l'autre, c'est la malédiction. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est contester tout ça et considérer que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Et il ne faut pas que nous passions tout notre temps à faire un plaidoyer. Non, vivons concrètement en démontrant que tout cela n'est pas vrai. Je vous remercie.